Bon, bonjour à tout le monde, bonjour toi Grégory. Bonjour. Tu vas bien? Ça va très bien et toi? Ça va super. Bon, pour remettre en contexte un petit peu, on se connaît pas tellement. Non, pas du tout. C'est notre ami Babacar qui m'a amené vers Oui. toi. J'ai pris contact avec toi pour faire une interview et tu as accepté de façon très enthousiaste. Parce que tu viens de la part de Baki. C'est pour ça? Eh oui, tu viens de la part de Baki, sinon j'aurais pas dit oui. Sacré Baki. Ouais. Donc, tu vois, je suis content de toi que tu as accepté l'invitation. Et le but, c'est de parler de toi, ton parcours, d'où tu viens, de ton entreprise, on va dire que ce soit où est-ce qu'elle en est aujourd'hui, par où elle est passée, et aussi tes collaborateurs. Et aussi un petit peu parler de, pour toi, ta vision sur les années à venir, comment est-ce que tu vois l'entrepreneuriat de demain, et où est-ce que tu te vois également demain. D'accord, avec plaisir. Pour commencer, est-ce que tu veux bien parler de toi, ton parcours un petit peu Oui, moi, dans mes études, j'ai fait la faculté de droit. J'ai fait un double cursus avec la TSM sur mon master. Donc j'avais une formation, un double diplôme, un côté droit, un côté économie entreprise, c'est-à-dire association était bonne. J'avais monté ma première boîte, moi j'avais 18 ans, que j'ai revendu. C'était un module en fait qui gérait la fidélité sur des applications de paiement. Donc j'avais développé ça, j'ai vendu une solution qui existe toujours d'ailleurs. Ça a bien marché. La seule chose c'est que moi j'étais pas du tout dev, donc j'avais pas gagné forcément extraordinairement bien ma vie. C'est le dev qui avait plus gagné la sienne. Ensuite j'ai monté une deuxième société qui était pour faire mon alternance en fait pendant mes études dedans. Qui a très bien marché au début. C'était greffé sur une loi d'ailleurs faite par le gouvernement Hollande sur le développement durable. Donc on avait bien marché. Et on a eu un changement de gouvernement lorsque M. Macron a pris la présidence. Et du coup, ça s'est arrêté. Donc j'ai arrêté cette société. Mais j'ai monté ensuite la société Henri Trip, qui est actuellement la société dans laquelle je suis président. J'ai un associé avec moi. Et on est monté jusqu'à 17 collaborateurs. Cette société qui a moins de 3 ans, elle œuvre dans le secteur du tourisme. En quelques mots, elle développe une application à destination en fait de tout ce qui est château-musée. En fait, on propose aux châteaux-musées une application de visite pour leurs visiteurs. Avec un logiciel SaaS, donc le logiciel est complètement paramétrable comme ils le souhaitent. Ils ont un back-office, donc ils peuvent mettre à jour leurs données en temps réel. Et du coup, ça t'évite de retrouver cet audio guide ou bien cette pancarte que tu as qui te guide dans un lieu. Et on peut le faire à l'échelle bien sûr d'un château, d'un musée, d'un vigneron, ou même à l'échelle d'une ville ou d'un territoire. Voilà. Moi j'ai une question pour Henri Trip. Déjà, aujourd'hui vous vous ciblez sur le tourisme français ou à l'étranger également? Henri Trip se situe sur le tourisme français. Et c'est notre première vocation. L'étranger, je pense que ça interviendra dans un second temps. C'est aussi une volonté de ne pas forcément se disperser. Je dirais qu'on a la tendance, lorsqu'on est entrepreneur, à vouloir révolutionner le monde, et cette volonté de révolutionner le monde, c'est d'attaquer des tonnes de sujets différents. Pour ma part, nous, on veut d'abord se concentrer sur la France, mettre en place aussi des techniques de vente qui fonctionnent, valider une technologie, puisque nous, on est quand même très attachés à la technologie, et d'ailleurs, on est en cours de dépôt de brevet, donc il y a une vraie volonté de conforter un modèle avant de, on va dire, se lancer dans l'exportation de celui-ci. J'ai vu une de tes interventions à Smartech, hyper intéressant, oui. Où tu parlais en fait de ta volonté de mettre aussi en lumière, par exemple, des petits patrimoines, des petites balades, des choses comme ça. Ça vient d'où cette idée-là pour toi? En fait, c'est né au tout départ à la naissance d'Henri Trip. Nous avons observé que de nombreux sites touristiques en fait n'étaient pas présents sur Internet, n'étaient pas digitalisés. Et c'est ce qui nous a amené à cette réflexion, comment les remettre sur le devant de la scène et pourquoi en fait ils ont ce retard de numérisation. On s'est rendu compte que le secteur du tourisme, pour la petite histoire, c'est le secteur le moins digitalisé de France, avec la grille, l'agriculture, etc. Donc il y a un vrai travail là-dessus. Donc je trouvais le défi intéressant, premièrement. Et deuxième point, c'est que tu discutes vraiment, pour le coup, avec des personnes qui détiennent des merveilles de notre patrimoine, mais qui ne savent pas forcément comment le vulgariser, comment le porter à la connaissance. Et je trouve ça assez formidable de pouvoir les accompagner. Il y a un truc que je trouve intéressant dans ton parcours, que je n'ai pas forcément trouvé chez d'autres personnes avec qui on a pu interviewer. C'est l'idée que tu as fait tes études, certes, mais en parallèle de tes études, donc dès 18 ans, tu montes une première société. Comment tu vis cette période-là et comment, alors pour toi aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle t'apporte? C'est intéressant que tu poses cette question, c'est souvent quelque chose que je n'évoque pas.
En fait, moi, depuis le lycée, je voulais monter ma boîte, mais mes parents m'avaient interdit tant que j'avais pas 18 ans. Donc, lorsque j'ai eu mes 18 ans, j'ai lancé ce chantier. C'est beaucoup de sacrifices. C'est vraiment beaucoup de sacrifices. Pour le coup, les soirées étudiantes, tu ne les connais pas forcément. Mais ça t'apprend une certaine rigueur de vie, une certaine hygiène de vie. Et ça m'a permis, clairement, d'aller plus vite au niveau de mes apprentissages dans mes études. J'avais développé une manière d'apprendre. Tu as tendance, en fait, à essayer de rationaliser tout le temps, à toujours optimiser les choses. Et je pense que ces deux expériences combinées, à la fois la première, à mes 18 ans, où j'ai commis beaucoup d'erreurs, mais j'ai quand même réussi à avoir une belle sortie. Ma deuxième, pour le coup, elle s'est pas forcément très bien finie. Il y a eu un vrai apprentissage. Et puis, c'est quand même exceptionnel de se dire que tu fais ton alternance dans ta propre boîte. Et que tu te finances toi-même. Enfin, je trouve ça formidable. Ouais, c'est pas mal. Et en fait, à quel moment tu as eu l'idée de monter Henri Trip? Qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui t'a permis aujourd'hui de te dire, je vais monter Henri Trip, un truc dans le tourisme? Ça a été une longue hésitation, Henri Trip. Moi, si tu veux, depuis jeune, je pars en voyage d'une manière un peu particulière. Je fais un peu ce qui s'appelle la van life. Ouais. Sauf que je ne le fais pas avec un van. Moi, je n'aime pas trop faire mon parcours. Reflète ça, mais je ne suis pas quelqu'un qui prend les voies habituelles. Je prends souvent les petits chemins. Et je fais pareil dans mon mode de vacances. Donc, j'ai plutôt un 4x4 que j'aménage moi-même, un vieux 4x4. Et donc, de ce constat-là, moi, je me retrouvais souvent à m'installer près d'un vigneron, à discuter avec lui, à sympathiser avec la directrice d'un petit château. Ça a amené souvent des relations extraordinaires et des visites extraordinaires. Ouais. Et je reste attaché quand même à notre patrimoine. C'est l'une des traces qui nous reste des anciens. C'est aussi un devoir de mémoire. Et c'est important d'en avoir connaissance. Et du coup, toutes ces discussions, tout cet enrichissement m'a amené à créer Henri Trip. La seule chose, c'est que j'avais pas du tout la compétence technique. J'avais appris ça de ma première expérience. Ouais. Et quand tu es tout seul, sans compétence technique, que tu fais appel à quelqu'un en tant que salarié à temps plein, c'est un peu chaud. Donc, je me suis fait épauler par un ami, qui est mon associé aujourd'hui, et qui gère toutes ces parties techniques. Ce qui me permet de me concentrer là où je suis bon, sur la partie commerciale et administrative. Aujourd'hui, en interne, Henri Trip, c'est combien de personnes et comment est-ce que tu définirais un petit peu ton entreprise en interne? Ça, c'est une vraie question que tu poses parce que il y a toujours une volonté encore plus dans la société actuelle de donner du sens à ce que l'on fait. Quand j'ai monté Henri Trip, pour moi, Henri Trip avait du sens. Je viens de te l'exprimer. Ma première volonté, ça a été que ce sens soit partagé par mes collaborateurs. Donc, il y a un vrai attachement lorsqu'on a fait grandir Henri Trip à toujours garder ses valeurs en interne, à ce qu'elles soient bien communiquées, bien transmises et qu'elles soient partagées. Donc ça, on travaille énormément sur ce sujet. La deuxième chose, c'est que dans Henri Trip, il y a eu une croissance extraordinaire de la société sur les 3 premières années. On est passé quand même de 2 personnes à 17 aujourd'hui. Tu es obligé de mettre en place des systèmes de management qui peuvent être différents. Alors, je te ferai pas le débat des différents types de management, mais en clair, ce que je voulais, c'est que chacun puisse être autonome. Et j'ai constitué ma boîte en pôles. Donc, il y a un pôle qui va être commercial, il va y avoir un pôle technique, un pôle communication, un pôle direction. Chaque pôle est à peu près autonome à l'intérieur de son système avec une importante délégation de compétences, ce qui permet à chacun d'avoir du sens dans ce qu'il fait. À partir du moment où la personne a quand même une certaine part de liberté, ça laisse place à la créativité. Et la créativité amène du sens au travail que l'on donne. Donc ça, c'est ce que je voulais. La deuxième chose, c'est que ces pôles, une fois structurés, se retrouvent régulièrement, une fois par semaine, pour échanger ensemble. Et donc, ce dynamisme-là fait que, à n'importe quel niveau de la boîte, tout le monde est au courant de ce qui se passe. C'est une boîte de 17 personnes, on n'est pas sur des boîtes de 50 personnes, mais c'était important que l'information soit pour moi toujours descendante et qu'il y ait une transparence à tous les étages. Et c'est le cas. Et je suis assez content du résultat donné, de l'engagement de mes équipes et de ce que nous arrivons à créer malgré les difficultés que nous rencontrons. Lors de l'interview qu'on a fait avec Samuel Dassa, il disait qu'il faisait pas mal de team building pour rassembler tout ça. Est-ce que toi, t'es familier avec ça ou tu restes dans un système très le travail c'est travail et le privé c'est privé? C'est intéressant que Samuel soit plus comme ça. Samuel, il a une vocation plus commerciale. Quasiment 80% de ses effectifs sont commerciaux.
On sait que pour animer des commerciaux aujourd'hui, il y a une nécessité quand même de faire la fête, de faire vivre des moments, souvent sympathiques. Moi, pour ma part, 80%, 70% des personnes dans ma boîte sont des techs. Donc déjà, tu n'es pas sur le même profil de boîte. Les techs, en règle générale, la fête, c'est pas leur tasse. Je répondrai après sur la partie question vie privée, vie professionnelle, comment tu vois, mais on n'a pas construit notre boîte autour de team building. On fait une team building, je dirais, une fois dans l'année à la rentrée. Par contre, nous, on se fait des événements réguliers sur des temps de travail. Quasiment une fois par mois, il y a un événement où on fait soit une après-midi jeu, soit on va faire un apéro ensemble, etc. Ou un petit déjeuner. Dans ma boîte, il y a un petit déjeuner organisé de manière permanente toutes les 2 semaines. Il y a un apéro organisé la semaine, il n'y a pas de petit déjeuner en fin de semaine. Donc il y a quand même toujours des moments pour se retrouver, mais chacun est libre de participer ou non. Le problème aussi de la team building, à part comment elle est constituée, mais souvent ça bascule en after work. Et je suis pas forcément pour, là, justement, je réponds à ta question vie privée, vie pro. Je pense que c'est important d'avoir un équilibre de vie, de ne pas être centré que sur son travail et d'avoir des moments de respiration. Si quand le soir tu as terminé le boulot, tu te retrouves avec des collègues de boulot, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais moi je ne veux pas l'imposer à mes collaborateurs. Donc c'est vrai que j'estime que ça doit apparaître de manière spartiate. Après, nous on a mis en place beaucoup de ce que j'appelle des rites. On a construit des rites autour du rugby, on a fait ça avec les équipes d'Henri Trip. Donc, tu as un rite en tout début qui est là, ce qu'on appelle l'habitant. Donc, chaque semaine, en fait, on fait un point avec toutes les équipes sur qu'est-ce qui a évolué, quelles sont les choses à faire de la semaine. Ensuite, on fait ce qu'on appelle chez nous la mêlée à 9. En clair, tous les 3 mois, on se retrouve et chaque collaborateur peut exprimer ce qui ne va pas dans la boîte. 3 points positifs, 3 points négatifs, et il n'y a pas de tabou. C'est très important pour moi de connaître en fait ce qui gêne mes collaborateurs au quotidien. Et c'est très important de le comprendre, de l'appréhender pour pouvoir y répondre. On va pas te dire à un moment donné la qualité, je pense l'exemple des villes, mais la qualité du papier cul, elle me dérange. Ça, personne va te le dire comme ça dans une discussion. Par contre, dans ces moments-là, vu que c'est autour du fun, etc., il y a certains éléments qui vont être mis sur la table et que l'on va pouvoir traiter, discuter. Donc je trouve ça intéressant. Puis ça permet aussi de valider certains points forts, certaines choses qu'on a mis en place. Donc ça, c'est un temps. On a un 3e temps qui est consacré cette fois-ci à un entretien individuel chaque mois de 15 minutes. Donc voilà, donc tous ces temps combinés, il y en a encore d'autres. Il y a l'apéro, ce que je te disais, il y a le petit déjeuner, etc. Chaque fois, c'est un entour du rugby. On a le bouclier de Brennus. L'idée, c'est que chaque collaborateur, chaque 6 mois, propose une idée pour la société. On vote ensemble quelle est la meilleure idée. Et le salarié remporte le bouclier de Brennus et son idée sera mise en place dans la société, par exemple. Okay. Moi j'ai une petite question. Oui. Pourquoi se orienter tout seul vers le rugby? Parce que Toulouse est terre de rugby et que je trouvais intéressant aussi, lorsque tu construis une société, d'aller t'ancrer sur des origines et des valeurs. Il faut dire qu'à l'époque, le TFC n'était pas en grande forme. Ouais. Et je félicite le travail de Damien Comoli, de toute son équipe, pour la réussite de ce projet. Mais à l'époque, c'était plus le rugby. Ouais, je vois. Pour rester sur Henri Trip, tu as parlé de l'ascension qu'il y a eu quand même sur les 3 premières années. Oui. Comment est-ce que tu vis, sachant que c'était quand même assez jeune, comment est-ce que tu vis cette ascension-là, même si tu avais l'expertise un petit peu des 2 premières boîtes que tu as montées, dans ta tête, qu'est-ce qui se passe? C'est intéressant, dans le sens où, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? C'est toujours cette adrénaline de l'évolution et de la croissance, et te dire, j'ai encore des nouveaux défis. Et au final, chaque jour n'est jamais le même. Ça, c'est le quotidien d'un entrepreneur. Mais quand tu es sur une perspective de croissance, que tu surfes sur cette vague-là, c'est quand même assez euphorique. Et au final, c'est le plus dangereux. Parce que c'est là où tu commets des erreurs. Pour le coup, la vraie difficulté, moi, que j'ai eue, c'était de constituer une équipe. On a commencé à 4 collaborateurs. L'année suivante, on était 8, et l'année d'après. Donc, cette année, on était 17. Donc, à chaque fois, c'est des gros recrutements. La boîte change beaucoup. Donc, il faut s'adapter, il faut faire tourner. Et puis, il y a toujours parmi les recrutements que tu fais, une personne avec qui ça va pas, il faut être en capacité de, justement, rapidement, mettre fin éventuellement à la relation s'il n'y a pas de solution qui peut être trouvée. Donc, il a fallu gérer l'humain. Ça a été un point que j'avais pas géré dans mes autres boîtes. 17 personnes, c'est pas mal.
Et je pense que notre boîte reflète la personne que nous sommes d'une certaine manière. Donc, j'ai beaucoup de profils créatifs qui ont besoin de faire des idées un peu particulières. Donc, ça a amené beaucoup de choses. Ça a amené aussi des erreurs, puisque forcément, plus la boîte grossit, plus il y a des projets qui naissent un peu partout quand on est dans cet objectif créatif. Et il y a des projets qu'on aurait dû éliminer, qui ont coûté des ressources en temps et en argent qu'on n'aurait pas dû faire. Ça amène tout ça. Avec le recul, je suis plutôt reconnaissant d'avoir pu vivre cette croissance intensive sur 3 ans. Tout le monde ne peut pas forcément la vivre. Faut pas oublier que qui est entrepreneur, pas seulement qu'un créateur, mais c'est celui qui reprend une entreprise existante. Moi, j'ai eu la chance de la créer, que ça a bien marché au début. Et là, on a eu une situation compliquée le mois dernier, où on a perdu quasiment la moitié de notre chiffre d'affaires en très peu de temps. Donc, c'est relativement difficile. Oui, je comprends. Moi, j'aimerais bien revenir un petit peu à la raison pour laquelle tu as créé Henri Trip. Oui. Et surtout la raison pour laquelle aujourd'hui tu entreprends. À quel moment Grégory s'est dit je veux devenir entrepreneur? Ça vient d'où? Je pense que c'est avant tout un caractère. Tout le monde n'est pas entrepreneur. Ça, je le dis, je le pense, tout le monde n'est pas entrepreneur. Il y avait depuis le départ en moi une volonté de faire différemment. Je n'ai pas jamais été forcément dans les clous, dans la normalité, et même au niveau de mes études, ça a toujours été assez compliqué. Donc, rapidement, je me suis dit que la seule manière de prouver que sur le terrain, je valais quelque chose et que ce que je disais n'était pas bête, c'était de le faire et de le prouver par moi-même. D'où le fait d'entreprendre. Et dès le départ, c'est né avec ma première société. Lorsqu'en fait j'ai été salarié en alternance dans une société, donc pour ma 3e année de droit, ça a été très dur au final, parce que je travaillais beaucoup. Je n'étais pas forcément récompensé en salaire à la hauteur du travail que je faisais. Et je me suis dit, bon, ça va pas le faire, et donc j'ai préféré monter ma propre boîte. Et depuis, je maintiens cette manière de fonctionner. Peut-être que demain je serai salarié, je te dis pas ça, mais j'ai besoin, moi, dans mon travail, de prouver, et que la responsabilité, c'est moi qui la prends. Et ne pas la faire reposer sur quelqu'un d'autre. D'accord. Est-ce que tu penses que le goût de l'entrepreneuriat, ça vient peut-être aussi de ta famille, c'est des choses qu'on t'a inculquées à l'école, peut-être? Non, pour le coup, non. Je suis pas forcément d'une famille d'entrepreneurs. Quoique mon père a monté un café-restaurant, discothèque dans un petit village de campagne. Et je te dirais que pour moi, c'était la plus belle chose de l'entrepreneuriat quand je voyais mon père tenir ça. Mais non, paradoxalement, non, je suis pas né avec de l'entrepreneuriat autour de moi. C'était plutôt en moi. Après, de le mettre en œuvre, c'est autre chose. Et j'ai encore beaucoup à apprendre, je pense. Mais j'ai toujours eu le goût, je dirais que j'ai la chose bien faite, etc., mais j'ai toujours voulu me prouver par moi-même que je pouvais changer des choses, réussir des paris parfois osés, et c'est comme ça que je me suis consolidé et construit, et la réussite, et je ne sais pas comment la mesurer. Certains mesurent, et ça c'est une question aussi de l'entrepreneuriat, certains vont mesurer l'entrepreneuriat et la réussite de l'entrepreneuriat à l'argent qu'ils vont gagner. Je n'ai jamais fait de l'entrepreneuriat pour gagner de l'argent. C'est pas du tout quelque chose qui m'anime. Et d'ailleurs, pour te dire, là actuellement, on a des difficultés de trésorerie. Je me verse quasiment un tout petit salaire. Même avant, quand ça allait bien, je me versais pas du tout un gros salaire. J'étais quasiment le salaire le plus bas de ma boîte. Je fais pas ça pour l'argent. D'autres le font. Je pense que c'est une mauvaise motivation. Après, l'entrepreneuriat, j'ai rencontré des profils qui le faisaient pour la gloire. Le fait d'être quelqu'un, le fait d'être reconnu. Je pense que ça aussi, c'est une course qui est dangereuse. Parce que, au bout d'un moment, on retombe toujours dans l'ombre. On peut pas être éternellement dans la lumière. Briller, c'est dangereux. Et après, c'est le pouvoir aussi. T'as cette notion quand même de posséder une entreprise, d'avoir le pouvoir sur d'autres personnes. Bon, moi, c'est pas quelque chose qui m'anime non plus. J'ai jamais été trop là-dessus. Ce qui m'a animé dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment cette en tout cas, d'être animé par son propre mérite. Et c'est ça qui m'a poussé. Ouais.
Tu as des passions particulières, je sais pas, des jeune âge, peut-être aujourd'hui encore des passions qui t'accompagnent chaque jour? Des passions qui m'accompagnent chaque jour. J'ai un engagement quand même pour les autres assez fort. Je suis entrepreneur. Je suis également élu local dans mon village, conseiller municipal, pas adjoint au maire, mais conseiller municipal. Donc je suis quand même assez dynamique. Je suis également élu au conseil d'administration d'une organisation patronale. J'y reviendrai dessus, je trouve que c'est important d'évoquer quelques mots là-dessus. Et après, je suis également élu au sein de la CCI Toulouse 31 pour représenter mes pairs, d'autres entrepreneurs. Et je trouve ça assez important aussi lorsqu'on est dans ce rôle de création d'entreprise, de s'engager pour représenter les autres. Les salariés aujourd'hui ont la chance d'avoir des organisations qui sont déjà bien ficelées. Nous, entrepreneurs, on l'a pas forcément. Je reprendrai les chiffres, mais il y a 2 pays dans le monde qui taxent énormément leur entreprise. C'est la France et les États-Unis. Aux États-Unis, la proportion de grosses entreprises est bien plus élevée qu'en France. Il faut savoir, je ne sais pas si vous savez, est-ce que tu sais combien il y a d'entreprises de plus de 500 salariés en France? Non. 0,8%. Donc c'est vraiment minime. Donc aujourd'hui, la France, elle est à 99% avec des entreprises de 0 à 2 salariés. Enfin, de 1 à 2 salariés. Et c'est assez extraordinaire de savoir que, au final, l'entrepreneur français, c'est ce boulanger, c'est ce charcutier, c'est ce maçon, c'est ce plombier. Et c'est pas moi, avec mon entreprise qui vend un service à des offices de tourisme, qui au final est le bon élément représentatif. Par contre, j'ai un peu plus de temps et un peu plus de recul pour me permettre de m'engager pour d'autres. Et c'est pour ça que je le fais. Mais il faut pas oublier que l'essence même de l'entrepreneuriat, elle est en France sur des personnes qui sont quasi seules ou à 2 dans leur structure. D'ailleurs, on est à quelques pas ici de la chambre des métiers et de l'artisanat. Il faut pas oublier que la France est avant tout une terre d'artisanat. Et pourtant, l'un des pays qui taxe le plus encore les artisans, c'est la France. Donc t'as cette question-là, et aujourd'hui, je me pose j'ai mis pas mal de sujets, je te ferai pas parmi tous mes engagements, mais ça me fait toujours de la peine dans ce contexte économique qui est difficile, quand je vais sur le terrain, que je rencontre des boulangers, que je rencontre des entrepreneurs. Au final, c'est des entrepreneurs, moi ce que j'appelle, c'est des entrepreneurs qui font avancer notre pays, des hommes en difficulté, des femmes en difficulté, qui ont du mal à payer les factures, qui s'inquiètent des choses. Je te prends un exemple. Il y a 3 ans, on a affronté la crise du Covid. L'État a été formidable, il a débloqué des financements extraordinaires, des plans globaux, des PGE, c'est la PGE. Je ne sais pas si on avait abordé ça. Et ces PGE, il y en a eu je ne sais plus le nombre total, mais sur 97% des PGE ont été attribués à des entreprises de moins de 2 salariés. Bercy a reçu, fin décembre 2022, 50 entreprises pour voir des allègements de PGE avec des dispositifs très spécifiques. Et 50 entreprises, c'était des entreprises de plus de 400 salariés qui faisaient plusieurs millions de chiffres d'affaires. Ces entreprises-là, elles ont eu la chance d'être à Bercy. Elles représentent seulement 3% des PGE et 30% des montants versés. 97% des personnes qui ont fait un PGE aujourd'hui ne sont pas écoutées. Et là, c'est là où je mets un élément en avant, c'est que l'entrepreneuriat aujourd'hui, ça fait rêver, c'est sûr. Pourtant, c'est quand même un combat très dur. Et il y a une nécessité aujourd'hui de travailler sur une entraide entre pairs. Et c'est ce que j'essaie de défendre. Et d'ailleurs, les personnes que tu as reçues jusqu'à présent, Samuel, Daki et peut-être d'autres, sont souvent des personnes avec qui je suis en relation, avec qui je discute, parce que je pense que c'est important de rester quand même relativement soudés et de partager. Oui, tu parlais du réseau, de rester soudé. Donc là, aujourd'hui, tu es à la CPME, exact. L'administration. Oui. Je trouve que c'est bien d'en parler un petit peu. Oui. Toi, elle est où cette importance du réseau? Qu'est-ce qu'elle a créé chez toi? Et en quoi elle est importante et significative? J'avais 19 ans quand j'ai rejoint, je crois, la CPME. 19... Non, j'ai une bêtise, non, je suis plus âgé, pardon. 21 ans. 21 ans quand j'ai rejoint la CPME, aujourd'hui j'en ai 26, donc ça fait 5 ans que je suis à la CPME. Pourquoi j'ai rejoint la CPME? Parce que rapidement, quand j'ai avancé dans certains sujets, je me suis rendu compte que j'étais limité, que j'avais pas une connaissance qui était large.
Donc j'ai rejoint la CPME parce que je voulais aussi m'entourer de personnes qui avaient le savoir que moi je n'avais pas, et également m'entourer d'une organisation pour me défendre. Et d'ailleurs aujourd'hui, j'ai rejoint le conseil d'administration de la CPME parce que je voulais défendre après avoir été défendu. D'accord. Donc voilà mon action. J'ai la chance d'avoir eu la confiance de mes pairs. La CPME, pour le coup, ça a été... pour te raconter la petite histoire, j'ai postulé au conseil d'administration l'année dernière. On me l'a refusé, j'étais trop jeune. Je suis toujours autant, trop jeune. Mais on me l'a quand même accepté cette année. Et on me l'a accepté parce que j'ai prouvé sur le terrain que je pouvais faire la différence et que j'arrivais à créer un collectif avec d'autres entrepreneurs, à aider les autres. Et c'est ce qui a permis que je rejoigne le conseil d'administration. Ce qui est au final pas une fin en soi. La seule chose, c'est que ça me permet, quand je vais à la rencontre des personnes, d'avoir un cadre sur lequel je peux me proposer. Ouais. Il y a pas mal de jeunes et même de gens entrepreneurs qui nous écoutent. Est-ce que tu peux expliquer réellement ce que c'est la CPME? Oui. Et en quoi, quel est l'objectif? Oui. Il y a, aussi simple que ça puisse paraître, la CPME, c'est un syndicat. Il y a des syndicats qui sont salariés, il y a des syndicats qui sont patrons. Les syndicats salariés, on le connaît, ils étaient encore il y a quelques jours dans la rue, juste ici, hein, mettre un peu d'animation et d'ambiance. Donc on a la CGT, CFDT, etc. C'est les syndicats salariés. Et de l'autre côté, on a les syndicats patrons. Celui qu'on connaît en tout cas, de grand nom, c'est le MEDEF, qui réunit normalement et qui défend les entreprises de plus de 250 salariés, ce qu'on appelle ETI, et après grande entreprise. La CPME, elle a la vocation à défendre les petites et moyennes entreprises. Et en dessous de tout ça, on a l'U2P, qui défend des entreprises de vraiment un salarié, en général les artisans. La CPME, dans ses missions, elle va discuter avec les pouvoirs publics, donc avec l'État, pour défendre les intérêts des PME, et également au niveau de la mairie. Je prends l'exemple à Toulouse, 4e ville de France, on a la mise en place de la ZFE. Il faut savoir que vont être concernés par cela un grand nombre d'entreprises qui vont devoir rénover leur flotte de véhicules, donc des grosses dépenses à réaliser. Et donc c'est notre rôle d'aller au contact de ces institutions et de leur expliquer que tout le monde ne peut pas le faire aussi vite qu'il le souhaite, malgré la volonté. Et puis c'est aussi, serait-ce que sur des sujets simples, mais c'est aider les restaurateurs, aider les commerçants de Toulouse lorsqu'ils veulent faire une manifestation, à les défendre auprès de la mairie pour qu'ils puissent avoir accès à l'espace public. Voilà, c'est toutes ces petites choses. C'est aussi, en période de gilet jaune, la CPME qui s'est engagée, par exemple, auprès du préfet pour trouver une solution pour arrêter que toutes les boutiques et commerçants du centre-ville soient fracassés. Donc il y a tous ces enjeux, en fait, qui sont autour de ça. Et je pense que c'est important lorsqu'on devient entrepreneur de rejoindre un syndicat. Même si il faut juste soulever un élément, le MEDEF aujourd'hui ouvre ses adhésions à des petites entreprises. Voilà. Au final, tu peux aller où tu veux. La seule chose, c'est que moi, par contre, mon engagement dans le réseau, c'est fait par rapport aux valeurs que je défends, pas par rapport à la volonté de développer mon business. Certains utilisent des syndicats pour développer son business. Moi, c'est pas ce que je fais. J'ai vraiment rejoint un syndicat pour le côté syndical et de défendre des valeurs. Et c'est pour ça que j'ai rejoint la CPME. J'ai interrogé il y a quelques jours Paki et Samuel, qui eux, pour le coup, sont au MEDEF, mais qui étaient à une époque aussi à la CPME. D'accord. Moi, il y a deux mots qui m'ont marqué tout dans l'interview. Là, c'était le mot patrimoine que tu as beaucoup utilisé. Oui. Parce que c'est aussi en lien avec un trip. Oui. Mais aussi le mot de l'artisanat. Aujourd'hui, c'est peut-être deux engagements que tu portes. Pourquoi est-ce que voilà, tu souhaites porter des engagements sur l'artisanat et le patrimoine, le maintien de ce savoir-faire? Parce que c'est notre richesse. Parce que, aussi fou que ça puisse paraître, la France fait partie de l'Europe et l'Europe est le plus vieux continent au monde. Qu'il en déplaise à certains, ça a été quand même à une époque le berceau de l'humanité. Les États-Unis, etc., sont nés parce que la France a aussi défendu des valeurs de liberté. Au mépris, hélas, mais bien avant, de populations indigènes qui habitaient là, et ça je suis complètement contre, mais ce que je veux soulever, c'est qu'on a été le berceau de l'humanité. On était le berceau de la révolution industrielle, même si elle vient d'Angleterre. On a été à l'entre-deux, entre la guerre froide et les États-Unis, dans cette explosion technologique. Et puis, aujourd'hui, si tu remontes même l'histoire dans le passé, la civilisation romaine a quand même à une époque dominé, on a eu Napoléon en France. Il y a eu vraiment
toute une mélange d'histoires qui fait qu'on a une histoire qui est forte. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'autour de cette histoire, forcément, est né de nombreuses avancées technologiques. La naissance de l'imprimerie, tous ces éléments-là, ils sont nés dans ce pays, dans ce continent. Et en France, on a toujours réussi à consolider des choses fortes. On a des groupes industriels qui sont très forts. On a l'aéronautique à Toulouse, on a l'industrie automobile, on a plus que ça, on a le spatial. Et je trouve ça extraordinaire que dans un pays aussi petit qu'il soit, nous avons quand même la capacité d'affronter sur des grands terrains d'autres pays comme les États-Unis, d'autres pays comme la Russie. Même si on n'a pas un pouvoir politique fort, on a quand même un pouvoir économique très fort. Il ne faut pas oublier qu'en fait, la France, elle est née de ces entreprises. Elle est née de ce tissu économique, elle est née de la vivacité de ces entrepreneurs et ensuite de ces salariés qui ont fait justement que ces idées pouvaient se réaliser. Et c'est très important pour moi que ce patrimoine-là soit préservé. Et le patrimoine, il est à la fois industriel, il est aussi historique à travers ces monuments, tout ce qui nous reste. Et ne l'oublie pas, 89 millions d'étrangers avant le Covid, c'était le pays le plus visité, et ça l'est toujours, le pays le plus visité au monde, parce qu'on est quand même un berceau d'une partie de l'histoire du monde. Et dans un second temps, on parlait d'artisanat. Pourquoi je parle d'artisanat? Parce qu'il y a une certaine façon en France, une idée, elle naît souvent de manière complètement artisanale. Si tu prends l'exemple, on va prendre l'exemple d'un constructeur automobile relativement connu. Si on prend Citroën, c'est né de manière complètement artisanale. Et c'est devenu une grosse entreprise qui existe toujours aujourd'hui. Souvent, la base de départ, c'est l'artisanat. Airbus, quoi qu'on en dise, c'est né de la TECOR, qui avait d'ailleurs ses halles, les halles de la cité, à la cité des startups, qui se transformaient en cité des startups, c'était les halles de la TECOR où on fabriquait des avions de manière complètement artisanale. Et Airbus est né ensuite sur ce constat-là, etc. Donc il faut prendre conscience que souvent est née en France une idée d'un artisan, de quelqu'un qui a fait l'idée par passion, pas parce qu'il voulait être millionnaire, comme tu peux voir tes amis sur les réseaux, à l'image de Oussama Ammar et son ami influenceur, comment il s'appelle? Oui, Yoni Denzel, qui font rêver je ne sais combien de jeunes, alors que il faut pas oublier qu'ils n'ont jamais créé d'emploi et rien créé. Ce sont des artisans qui ont créé l'emploi en France, qui ont amené, qui ont permis cette richesse économique. Et je pense que c'est important de défendre ça. Parce que si on ne défend pas à la fois notre histoire, mais à la fois aussi cet artisanat qui permet de créer de l'emploi, ça ne sert pas à grand-chose de continuer. Moi, aujourd'hui, j'ai monté une entreprise, je suis heureux de dire je crée de l'emploi. Oui. Ça ne me dérange pas de payer les impôts, vraiment, je suis vraiment pour. Et j'estime être un entrepreneur. À l'inverse de Oussama Ammar, pour moi, qui a juste arnaqué ses associés à hauteur de 3 millions d'euros, qui n'a jamais créé d'emploi, de l'image de Yoni Denzel qui te vend des services sur Internet, alors qu'il se fait financer par des Qataris, qui fait croire que c'est lui qui a sa réussite, alors que tout ce financement est externe, est complètement opaque et absolument pas transparent. Et je trouve ça d'ailleurs dommage que ces personnes-là se considèrent entrepreneurs alors qu'ils ne le sont de rien. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui crée une idée par lui-même, qui est artisan de son idée et qui ensuite a la capacité d'entraîner d'autres hommes derrière lui pour la faire grandir et évoluer. Ça, c'est un entrepreneur. Quelqu'un qui récupère un système Internet et qui se fait financer par quelqu'un d'autre, c'est pas un entrepreneur. Voilà. Oui, il y a aussi quelque chose qui m'a marqué, c'est que tu disais, j'aime pas prendre les routes communes, je préfère les chemins. Oui. Aujourd'hui, je pose une question par rapport à l'école. Comment est-ce que tu vois l'école et aussi qu'est-ce que tu vois à travers ces chemins-là? Comment est-ce que tu définirais ces chemins que tu as utilisés? C'est intéressant. Alors, mon associé et les personnes qui travaillent avec moi te diront que mon plus gros problème, c'est que je prends toujours le chemin qu'on ne prendrait pas d'habitude. Ouais. Et que c'est un essai. L'école, pour moi, ça a toujours été difficile parce que j'ai du mal avec ce système normé. Néanmoins, il est nécessaire parce qu'il faut quand même un cadre. Il y a juste un élément que je soulève, 2 éléments. Le premier, c'est que l'éducation nationale aujourd'hui a un gros problème sur ces jeunes, c'est que elle n'est pas assez efficace et donc efficiente. Et on perd pour moi beaucoup de talents qui sont à des fois roués dans un système et qui se retrouvent complètement fermés et qui perdent leur créativité. Donc il y a un vrai travail aujourd'hui à redonner une place, et tu vas me trouver lourd avec ça, je m'excuse, mais à redonner une place à la valeur et à l'homme qui se cache derrière cette valeur, l'homme ou la femme, homme avec un grand H. Et je trouve ça dommage, même si j'ai énormément de respect pour les études que tu fais et le parcours vers lequel tu t'orientes,
mais quelqu'un pour moi qui part en pro et qui monte, qui ensuite est garagiste et qui monte son garage après, a autant de mérite, voire plus que moi. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est pour moi très important et je trouve ça vraiment dommage que l'éducation nationale pendant des années a vraiment, et la France derrière ça, a critiqué ces personnes qui au final, cet artisanat fait vivre en fait un pays. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, va trouver quelqu'un pour refaire un mur, va trouver quelqu'un pour réparer ta voiture, ça devient infernal. Pourtant, c'est des métiers de base, sans ça, on n'avance pas. Donc, je soulève qu'il y a une nécessité de remettre en place le pro, beaucoup plus sur le devant de la scène, qu'il faut le revaloriser, et que ça sert à rien de pousser à tout le monde à faire des études jusqu'à des master 2, parce que tout le monde, aujourd'hui, arrive à avoir un master, en fait. Il n'y a plus vraiment d'exception. Je connais des personnes pour moi qui n'ont absolument pas la capacité, qui ont un master 2, et qui se retrouvent d'ailleurs après à avoir un salaire quasiment au SMIC, parce qu'en fait, oui, d'accord, t'as un master, mais tout le monde aujourd'hui a un master. Donc, je pense que ça, c'est des choses à relativiser, et que les personnes qui prennent les risques plus tôt, il faut les encourager. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, moi, quand je dis qu'il faut prendre des chemins qui sont divers, c'est qu'il ne faut pas attendre de tes études qu'elles te fassent ton parcours. Elles te donnent un savoir, une connaissance, mais la personne qui va les utiliser, c'est toi. Et c'est ta capacité à acquérir ce berceau de connaissances qu'on t'a donné et en faire naître quelque chose d'exceptionnel qui permettra de faire la différence ensuite. Et ça, beaucoup de personnes se contentent vraiment de se reposer sur des acquis liés à leurs connaissances, mais je ne suis pas sûr que c'est ça qui fera, qui seront les entrepreneurs de demain. Moi, j'ai une question que j'aime bien poser aux personnes dans l'interview. C'est demain, Grégory, où est-ce que tu te vois et où est-ce que tu vois Henri Tripp? Qu'est-ce que tu aimerais que ça devienne? C'est une bonne question. C'est une question que je pose souvent aux collaborateurs que je recrute. Je trouve toujours intéressant. Henri Tripp, comme tout entrepreneur, j'aimerais que ce soit le défenseur du patrimoine et le meilleur vulgarisateur de la culture française et des activités culturelles et loisirs dont elle regorge. Donc, j'aimerais que l'on soit dit dans la presse comme les révélateurs du patrimoine. Voilà ce que j'aimerais que soit Henri Tripp. Au niveau de ma personne, je peux difficilement te répondre. Je pense que Henri Tripp, pour continuer son histoire, on doit faire appel à ouvrir ses fonds, à faire des levées de fonds. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on fait rentrer à un moment donné, à un instant T, des nouveaux investissements pour pouvoir supporter notre croissance, aller plus vite, puisqu'on est quand même dans cette logique d'hypercroissance que je critique beaucoup. Mais paradoxalement, et là, j'y suis confronté. Et peut-être qu'un jour, mes nouveaux associés diront que j'aurais plus ma place dans Henri Tripp, que je suis arrivé à un stade où j'apporte plus, et me demanderont de quitter la boîte. Et peut-être que je la quitterai. J'espère que je la quitterai lorsqu'elle aura eu cette définition comme révélateur du patrimoine, et je me lancerai peut-être dans un nouveau projet. Je ne saurais pas te dire. La réalité, c'est que je suis heureux là où je suis. J'ai pas vraiment d'ambition débordante et extraordinaire. Pour moi, la réussite, elle passe par des choses très simples. Et je m'en contente. Je définis pas ma réussite aux voitures que j'ai dans mon garage. Et je vais te dire, mon garage est très pauvre en voitures. J'ai que des vieilles voitures. Donc, là-dessus, j'ai jamais investi là-dedans. J'ai pas une maison dernier cri. Donc, et c'est une réussite aujourd'hui d'ailleurs d'être propriétaire. Donc, tu vois, en ça, je vois une réussite. Moi, je me contente de choses simples. Pour moi, des fois, c'est une petite bouteille de vin et partager un moment avec un ami. Ça, pour moi, c'est la plus grande réussite d'avoir le temps de le faire. Donc, voilà, je te dirais, je ne sais pas où je vais. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, j'ai Henri Tripp, que je ferai tout pour lui amener l'ambition que j'ai décrite pour ma société. Et après, moi, je suivrai à ma manière. Le plus important pour moi, c'est d'être toujours en accord avec moi-même, c'est le cas. Moi, donc on arrive sur la fin de l'interview. Oui. J'ai deux questions. La première qui me vient en tête, c'est que tu as monté Henri Tripp avec, tu as cofondé Henri Tripp avec Maxime. C'est très important pour moi, oui. Et je voulais savoir, il y a beaucoup de personnes qui hésitent à se lancer seules, parfois avec des amis, des choses comme ça. Toi, comment ça s'est passé? D'où vous est venue l'idée de monter ça à deux? Alors, tu vas rire, mais quand j'ai monté Henri Tripp, Maxime avait déjà une société avec un autre associé qui marchait plutôt bien et il gagnait bien sa vie. Okay. Plus qu'avec Henri Tripp aujourd'hui. Okay. Donc, lorsque j'ai convaincu Maxime, ça a été sur l'idée de ce que je t'ai dit, d'une vision, de révéler un patrimoine et de le
vulgariser la connaissance de tous. Ça, c'est très important. C'est ce qui fait qu'on s'entend d'ailleurs bien, c'est qu'on partage cette même idée, cette même valeur. Ça, c'est le premier point. Après, à ceux qui hésitent à se lancer, tu peux te lancer seul. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour pour deux personnes que tu as reçues, Baki et Samuel, parce qu'ils sont seuls. Ouais. Samuel l'a lancé avec sa compagne, mais aujourd'hui, c'est lui qui tient quasiment la totalité. Et excuse-moi, Anna, vous me le prendre pas mal, mais Samuel tient vraiment la boutique. Et il s'est associé après rapidement avec quelqu'un avec qui il pose des questions, mais il est quand même seul aux commandes pour prendre des décisions. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ça. Parce que tu as beaucoup de choses à gérer. Et à l'image de Baki, pareil. Moi, j'ai une force, c'est que je gère pas la partie technique. Ouais. C'est mon associé qui la gère. Donc, je veux me concentrer pleinement dans ce que je fais. Après, j'irai plus loin. Moi, je suis aujourd'hui incubé à l'incubateur HEC, à Station F. C'est relativement exceptionnel. Pour ça, j'ai passé ce qu'on appelle un MBA pendant qu'on avait en retrip. J'ai dit à mon associé, ça serait bien qu'on se lance un petit défi quand même. C'est né en fait d'une critique qu'on a eue de pas mal de copains qui nous disaient qu'on était aujourd'hui entrepreneurs, mais qu'on serait incapable de se remettre dans les études. Donc, je me suis dit, on va prendre l'école une des meilleures écoles de France, et on va montrer qu'on est capable d'aller chercher quelque chose. On y est arrivé, on a intégré l'incubateur HEC, etc. Et du coup, je me retrouve entouré en général pas par des étudiants qui ont fait un MBA, mais des vrais étudiants à HEC. Et paradoxalement, eux, ils se montent quasiment par des équipes de 4, de 5, de 6. Donc, il faut prendre conscience que l'entrepreneuriat évolue vers des groupes de plus en plus importants où les compétences sont vraiment bien réparties, un du commercial, un de la RH, un de l'administratif, et du coup chacun est spécialisé, ça va plus vite, la machine s'entraîne, et puis ça t'évite de recruter des collaborateurs pour faire ce job-là. Ouais. Et donc, ça permet pendant un temps que la boîte dure plus longtemps. D'accord, super intéressant. Station F, c'est une belle aventure. C'est extraordinaire, Station F. Moi, c'était c'est ouf parce que tu vois, avec Henry Trip, on avait des rêves comme ça. Station F faisait partie de ces rêves. Ouais. Et alors, Station F, en fait, pour contextualiser, c'est un incubateur. Donc, t'as quasiment 25 incubateurs au sein de Station F. D'accord. Voilà. Tu as l'incubateur de TF1, l'incubateur de LVMH, l'incubateur de L'Oréal, l'incubateur de l'EDEC. Enfin, voilà. Ils sont vraiment très, l'incubateur de Total Energy. Et l'un des meilleurs incubateurs, le meilleur, c'est celui d'HEC. Et j'avais, comme on rêvait de Station F, on s'était dit, autant mieux rentrer par la grande porte. Ouais. Donc, on est rentré par la grande porte avec l'incubateur HEC. Et oui, c'est assez extraordinaire. T'as 3000 personnes, t'as 1000 startups, 3000 personnes qui sont réunies, dans un espace ouvert. Faut imaginer. Station F, c'est des plateaux immenses de quasiment, ça fait, 500 mètres carrés, je crois, un plateau, avec des personnes sur 3 niveaux, ouverts complètement, avec des gens qui appellent, des gens qui travaillent. Ça fourmille d'idées. Je trouve ça extraordinaire. C'est une expérience à vivre. Vraiment. La dernière question, elle est classique, on commence à la connaître. En fait, chaque invité a le droit de choisir notre prochain invité. Oui, Est-ce que tu pourrais choisir l'invité de la prochaine émission? Alors, tu me poses une colle. Parce que à ce stade-là, je n'ai pas forcément eu d'idée qui te proposait. J'aimerais te mettre un peu au défi dans un prochain interview. Donc je vais essayer de trouver quelqu'un qui va un peu dépeindre avec les personnes que tu as eues avant. Ça serait cool. Je n'ai pas encore la personne, mais je m'engage, et je promets que je le ferai, à te trouver quelqu'un qui va être encore une personnalité, qui te fera un peu voir le spectre d'une manière différente. Super. En tout cas, merci Grégory, je passais sûrement avec toi. On a beaucoup échangé sur toi. Et en retrip, c'était super cool. Merci beaucoup. Avec plaisir. Super.